Aujourd'hui, donc, le projet de loi visant à renforcer la laïcité a été déposé par le ministre Jean-François Roberge. Le Conseil national des musulmans canadiens nous dit que ce projet de loi-là risque de raviver les conflits identitaires au Québec, que ça ne va pas fonctionner. Beaucoup de gens nous disaient qu'avec la loi 21, adoptée déjà auparavant, on allait passer à autre chose, que ça allait ramener une paix sociale, du moment que même les gens qui étaient contre cette loi-là avaient fini par voter pour cette loi en disant que de cette manière-là, on va fermer ce débat et on va passer à autre chose. Or, voici que le gouvernement de la CAQ a choisi de ressortir cette carte, de nous parler encore de laïcité, de religion, de conflit entre les intérêts de l'État, les intérêts des individus, etc. Et cette fois-ci, le gouvernement a décidé d'aller trop loin. On ne parle plus de laïcité de l'État, on parle d'interdiction de certaines manifestations religieuses dans l'espace public. Et là, on dépasse de très loin la question de la laïcité de l'État. Alors, pour cette loi, on nous parle de signes religieux interdits dans les garderies. La prière est bannie au cégep et à l'université, et même les prières de rue seront sévèrement conditionnées par des autorisations qui seraient émises par les municipalités. Les écoles religieuses ne vont plus obtenir de subventions, et même la bouffe halal serait peut-être interdite dans les cafétérias des institutions publiques. Docteur Ben Youssef Marhababiki, bonsoir. Bonsoir, marhaba. Alors, j'ai vu dernièrement, peut-être aujourd'hui ou hier, vous avez partagé quelque chose sur votre page Facebook, et vous avez dit que on l'a cherché un peu comme communauté, que avec nos comportements, avec les excès qu'on a eu peut-être, ou les comportements mal adaptés à la réalité dans laquelle nous vivons, nous avons apporté des munitions dans le panier de ce gouvernement. En partie, oui, mais shukran al dawa, c'est Salim, et c'est un sujet effectivement qui nécessite débat. Alors, premièrement, il y a plusieurs aspects à ce problème. Il y a d'abord, nous sommes dans un état de droit, et que tout peut trouver une issue auprès des tribunaux. Donc c'est la voie la plus sage, c'est d'intenter carrément des recours auprès des tribunaux, et puis de valider sa position. Et puis il y a également l'aspect politique. L'aspect politique, tout le monde le voit. Depuis 2001, à l'approche des élections, tous les gouvernements font ça, cassent sur le dos surtout des musulmans, mais des communautés, puis surtout des musulmans. Ils essayent de gagner des points. Alors, ces points, on les cherche où? Dans des débats, dans des chicanes identitaires. Pourquoi? Parce que au Québec, on est très sensible aux enjeux identitaires, et c'est payant, on l'a vu. Sauf que, avec le gouvernement Legault, on est allé trop loin, comme vous le dites, et ça ne cesse de pousser encore davantage. On le sait, il y a d'un côté, pour satisfaire un petit peu les violents accordés entre le Québec et la France, par la même frange qui gouverne, d'une part, d'autre part, pour également maquiller des échecs multiples que le gouvernement Legault a dressés. Donc, il ne cesse de descendre en popularité, et puis de commettre plein d'erreurs de gouvernance, surtout l'histoire de la SAC. Et pour maquiller tout cela, il n'y a pas meilleur que de trouver un bouc émissaire chez les musulmans. Mais là, je voudrais vous poser une question. Aujourd'hui, le Conseil national des musulmans a réagi. La loi ne vise pas uniquement les musulmans, elle vise aussi les écoles privées, les juifs en ont des écoles privées, le Conseil des évêques du Québec a réagi, etc. Mais moi j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, qu'à chaque fois qu'on parle de laïcité, on dirait que
les porte-paroles de cette opposition à la laïcité, c'est toujours les musulmans. Et est-ce qu'on n'est pas justement avec cette méthode-là, avec cette manière de faire les débats, on n'est pas en train de se constituer comme la seule et unique partie dans ce débat, comme étant contre la laïcité, contre les principes de l'État, laïque, etc. Et c'est là, effectivement, où on arrive aux aspects sociaux et culturels. Alors, au niveau des aspects sociaux et culturels, c'est que on donne matière à ceux qui veulent nous attaquer de cet angle. On donne matière. Il faut l'avouer. Il est temps peut-être de se poser la question, puis de revenir à soi et de se dire quelle serait ma part de responsabilité pour régler ce genre de stigmatisation, pour régler ce genre de problème. Pourquoi suis-je toujours le bouc émissaire? Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte ma faute? Or, il se trouve que, tout en étant objectif, il y a une certaine exagération au niveau de la manifestation de la différence dans l'espace public. Et tout le monde le sait, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue sociologique, la différence se gêne lorsque elle est de trop. Lorsqu'elle est de trop. Il s'agit donc de distinguer entre tout ce qui est droit d'être et de paraître, comme l'hijab. C'est un droit d'être et de paraître. Personne ne parle de ça et personne ne peut trouver quoi dire là-dessus. C'est vraiment de l'abus de la part des gouvernements. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'on doit faire des prières dans la rue pour être un bon musulman? Justement, c'est là la question. Or, mais faire la prière dans la rue, devant une église, non, ça c'est exagéré. Ça c'est exagéré, ça c'est vraiment perturber. En effet, soyons objectifs, perturber l'espace public, s'attirer des ennuis, manifester une différence un peu exagérée et qui peut être ressentie comme agressive. Je vais vous poser une question. Aujourd'hui, il y a un des commentateurs qui est très connu ici au Québec, qui est sur une station radio ici à Montréal, Jonathan Trudeau. Il a dit que la surenchère identitaire est commencée, mais lui, il a dit que la surenchère identitaire, elle va ramener une autre surenchère identitaire. Mais lui, il parlait entre les partis, le Parti québécois et le parti et la CAQ, ils vont dire qui est le mieux placé pour représenter l'identité québécoise, etc. Mais est-ce que cette surenchère identitaire du côté de la CAQ ne va pas ramener une autre surenchère identitaire du côté des communautés qui vont justement replier sur elles-mêmes, se refermer sur elles-mêmes et dire, le moment qu'on est rejeté par la société d'accueil, on va vivre ensemble, seuls, dans notre coin, dans notre communauté, dans notre culture, dans notre religion. Et les responsables de cette surenchère seraient donc et les gouvernements et ces extrémistes qui parfois ont donc pris place dans l'espace public. C'est certain, la chicane attire la chicane et c'est une boucle infinie. En effet, on a commencé déjà à voir au niveau cette surenchère, au niveau des partis, le PQ, il essaye de trouver lui aussi quelques bribes à faire valoir. Mais également sur le plan social, c'est ce que je dis, c'est le grand préjudice que ce genre de politique cause. C'est le préjudice de la fracture sociale. C'est de tuer l'harmonie sociale. Alors, de part et d'autre, les musulmans ou les communautés qui se sentent visées, qui vont davantage contester cette situation, qui vont davantage se sentir méprisés, se sentir lésés, et par conséquent, il y a toute une intériorisation de cet esprit de victimisation qui va faire beaucoup de mal au niveau de l'adhésion confortable de ces communautés au sein de la société québécoise, d'une part. Et de l'autre côté également, à force de riposter, de dire aux autres, vous êtes raciste, cette image va finir par s'installer dans les mentalités des autres. Et puis, ça va faire donc tout simplement une chaîne de haine, de chicane à l'infini et qui va tout simplement beaucoup perturber l'harmonie sociale
pour laquelle tout le monde aspire. Est-ce que le Conseil musulman, à votre avis, ne fait pas des erreurs un peu tactiques et stratégiques en défendant parfois, un peu peut-être à contre-cœur, mais par exemple le niqab, le niqab, etc. Est-ce que c'est une bonne idée de justement d'accepter même de faire des débats là-dessus? Parce que ça ne représente pas la majorité des musulmans, l'écrasante majorité des musulmans. Pourquoi on devrait militer pour justement faire de cette question-là quelque chose de central ou quelque chose d'important? Ou pourquoi on ne met pas ça sur une question de liberté individuelle? Ça ne concerne pas la communauté, ni la religion, ni rien du tout. Oui, il y a déjà un précédent, c'est la loi 94 que le Parti libéral avait initié vers les années 2010, si je me trompe pas. Et à l'époque, j'avais présenté un mémoire à l'Assemblée nationale au Québec. Ce que je disais, qu'en effet, ça représente une minorité des femmes de la communauté. C'est peut-être même pas à 1%. Il se trouve que toute la loi, elle visait plutôt la façon comment s'identifier dans l'espace, devant l'administration. Et parmi les critères ou les conditions, c'est de le faire à visage découvert. Tout ce qu'on revendiquait à l'époque, c'était pas d'accepter ou de faire valoir, de forcer le niqab, mais c'était plutôt de nuancer, de ne pas forcément rattacher cette loi au niqab. C'est tout simplement de dire, voici la façon comment le gouvernement codifie, légifère en matière d'identification dans les administrations publiques. Pour quelle raison? Donc, on contestait pas le principe autant qu'on contestait la symbolique. Alors, charger cette symbolique sur le dos des musulmans, encore une fois, fait beaucoup de mal à la communauté et gêne et perturbe donc davantage cette harmonie sociale. C'est pour ça qu'il y a... Docteur, est-ce que, juste pour qu'on soit est-ce que cette communauté-là, aujourd'hui, et je parle surtout des leaders de la communauté, est-ce que eux, ils ont le courage aussi de dénoncer certaines dérives extrémistes au sein de la communauté, de dire que non, on n'accepte pas ça, etc., au lieu d'être tout le temps un peu sur la défensive, de dire oui, nous sommes attaqués de toutes parts et le gouvernement ne veut pas notre bien, il veut nous stigmatiser, etc. Pourquoi, justement, nous sommes tout le temps soumis à une réaction par rapport à ce que le gouvernement fait, alors que les initiatives ne viennent pas de notre côté? Nos leaders ne parlent pas de ces questions-là du moment que le gouvernement n'essaie pas de légiférer. C'est comme si on ferme l'œil, même si on sait que c'est pas bien, mais on n'essaye pas d'aller chercher une position claire qui va dénoncer certains actes, certains comportements, certaines attitudes des membres de la communauté. Mais là, dès le moment où il y a le gouvernement qui bouge, on est là, oui, mais attendez, il ne représente pas, ici la minorité, etc. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour éviter ce genre de choses? Écoutez, lorsque je vous ai dit qu'il y a la part de la société incombe d'abord, et des communautés, incombe d'abord sur les leaders sociaux, les leaders religieux, etc. Ça devient un rôle existentiel, et là, je réitère mon appel à ce que ces leaders fassent réellement preuve de responsabilité et de dire les choses telles quelles si on veut réellement trouver une issue à ce genre de chicanes qui ne cessent pas et qui sont profitables sur le plan politique aux idéologues de part et d'autre. Je le répète, tous ceux qui s'inscrivent dans une logique de pouvoir trouvent plaisir, ils trouvent leur compte dans ce genre de débat et de contre-débat. Alors, ça devient très important de le prendre plutôt d'une façon très rationnelle et très franche et très responsable, de dire il y a des choses qui touchent réellement le droit d'être, de paraître, le droit des individus et des collectivités, mais il y a aussi des choses qui relèvent de l'abus. La prière dans la rue, dans l'espace public, relève de l'abus. Exagérer dans la manifestation de la différence relève
de l'abus. C'est tout. C'est la meilleure façon d'ailleurs si on veut éviter la casse et si on veut que notre discours puisse trouver issue auprès de la société, pas auprès des politiciens. Les politiciens sont là pour passer et ils masquent leurs échecs, c'est leur façon de faire. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le développement durable, c'est plutôt la solidarité durable entre toutes les composantes de la société. Et c'est ça le plus important. C'est comment on va élever nos enfants. Quelle image allons-nous, de part et d'autre, propager sur nos relations? C'est ça qui va demeurer le plus important à entretenir, à développer. Et c'est pour ça que je dis, il faut à un certain moment cesser l'abus de la part des politiciens, cesser la victimisation de la part des victimes et aller de l'avant avec quelque chose qui nous construit, quelque chose qui nous consolide tout en préservant à la fois les droits et dignités des uns et des autres. Docteur Brahim Ben Youssef, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Donc on y reviendra certainement sur ces questions-là qui le débat semble amorcé. Ça va durer pendant un certain temps. Yatek Saha, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à nos studios. On se reverra bientôt, Inch'Allah. Si Dieu nous prête vie. Merci beaucoup.